Un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, bienvenue sur la chaîne Tech & Co et bienvenue dans ce nouveau Tech Hebdo. Jérôme, bonjour. Salut François, je te sens très en forme. Comme toujours, tellement heureux de vous retrouver, sincèrement, c'est vrai? Comme tous les lundis soirs. Alors, voici le sommaire de Tech Hebdo. Allez. Elon Musk va-t-il lancer un smartphone alternatif? Encore un coup d'Elon Musk, bluff ou coup de pub, on verra ça. Eh oui. Et puis attention, si vous possédez un smartphone, notamment Android, en ce moment des malwares circulent. Comment s'en prémunir? On en parlera avec Benoît Grunenwald d'IZ tout à l'heure. Notre séquence Tech Care, François, va s'intéresser à une appli mobile qui nous aide à trier nos déchets, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est vrai. Et puis, bien sûr, je vous rappelle que nous sommes là chaque lundi, une demi-heure pour débriefer ensemble l'ActuTech. Bienvenue dans Tech Hebdo. Tout va bien. Je mets ma ceinture et on peut y aller, je crois. Ton petit coussin, tout est OK. Parfait. Eh ben, écoutez... Je ne rentrerai pas dans les détails en ce qui concerne les Non. accessoires à toi. Non, mais je n'en ai aucun, sincèrement. Allez, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs. Oui, et puis je vous rappelle aussi que ce Tech Hebdo, vous pouvez le retrouver sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs. Jérôme, je sais que tu regardes Tech Hebdo sur ta non, box. parce que je suis dedans, en fait. Mais après. Après, oui, c'est vrai. Voilà, donc Box Orange, SFR, Free et Bouygues. Et puis, bien sûr, sur la chaîne YouTube et sur le site aussi de Tech & Co. Voilà, vous savez tout. L'actualité de cette semaine maintenant. Chaque semaine, on commence par l'actu avec un éminent représentant de la rédaction de Tech & Co. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Margot Vullier. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Margot. Donc, journaliste à la rédaction de Tech & Co. Elle a scruté pour nous l'actualité de ces derniers jours, Jérôme. Et devine ce qu'il y a dans l'actu. Eh bien, tu l'as dit dans le sommaire, on va encore parler d'un certain Elon Musk. Voilà. Franchement, qui squatte toute l'actualité tech, ou en tout cas une bonne partie, depuis ces dernières semaines. Alors, il y a cette histoire de smartphone, peut-être qu'on va en parler dans une seconde, mais juste avant, Twitter, le feuilleton Twitter continue. Dernier épisode en date, une affaire de piratage. Oui, une affaire de piratage en fait qui remonte à janvier dernier, mais on a des nouvelles informations concernant ce piratage. Alors, on rembobine, comme tu disais, Jérôme, en janvier dernier. Donc, 5 millions de données, en fait, des données de 5 millions de comptes Twitter ont fuité. Et finalement, on découvre que ces données ont été divulguées et même exploitées par d'autres pirates. Bon, ça c'était avant l'ère Musk, bien sûr, donc c'était l'ancienne direction, mais le pauvre, comme il a acheté les murs, il se retrouve avec cette histoire sur le bras. Exactement, surtout que là on parle de numéro de téléphone, d'adresse mail, donc des données sensibles en fait de compte Twitter, et on découvre également qu'il y aurait 1 million de comptes français qui seraient concernés. Ben voilà. Jérôme, peut-être le tien, peut-être le mien. Oui, alors donc, les noms, les adresses mail, effectivement, c'est-à-dire que ça fait des données qualifiées, ce qu'on appelle des données qualifiées, quoi. Exactement. Et en fait, les pirates ont profité d'une faille de sécurité dans Twitter qui permet de trouver des comptes via des numéros de téléphone. Peut-être que vous avez vu vous-même apparaître cette option dans Twitter. De double authentification, c'est ça, non ? Alors, en fait, c'est permettre à des utilisateurs de trouver un compte via un numéro de téléphone. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. C'est l'annuaire. Exactement. Inversé. Donc, Twitter a lui-même accès à ces numéros de téléphone et les pirates ont eu accès à ces numéros de téléphone. Et donc, comme tu le disais, François, en effet, il est conseillé aux utilisateurs à la fois d'enlever cette option d'accès au numéro de téléphone et en même temps de favoriser la connexion avec l'authentification à double facteur. Double facteur, bon. On ne sait pas, on ne peut pas savoir si on a été soi-même concerné pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Voilà. Tout ça a été vendu sur le dark web, un endroit bien sympathique, voilà, une espèce d'hypermarché underground où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi, et même des données utilisateurs. Ça a été vendu cet été, visiblement. Oui, ça a été vendu cet été. Et d'ailleurs, Chatloader, qui est à l'origine de cette nouvelle information, a fait un thread, donc un fil sur Twitter, et son compte a été suspendu. Donc on voit que la nouvelle politique de Twitter serre les vis de plus en plus. Ah oui, parce que c'est maintenant, les manettes sont activées par un certain Elon Musk, qui
a repris les commandes de il est chez lui. Twitter. Il est chez lui. Il a les boutons, là. Si tu dis un truc qui ne va pas, paf, Jérôme Colombin, c'est fini. C'est réglé. Bon, voilà. Alors ça, c'est la première actu concernant Elon Musk et Twitter. On poursuit parce que, évidemment, comme il est en plein chantier de Twitter, Elon Musk essaie des trucs, vire beaucoup de gens, enlève des options, les remet, etc. Et ça ne plaît pas trop, en fait, à Apple et à Google et Android, qui, rappelons-le, ont leur magasin d'applications et qui, en quelque sorte, sont responsables un petit peu de contenu qu'on retrouve sur leur smartphone. Et ça commence un peu à barder, si je puis dire. Oui, alors pour l'instant, ils n'ont pas annoncé qu'ils pourraient prendre la décision de suspendre Twitter sur leur magasin d'applications, donc l'App Store pour Apple et Play Store pour Google. Oui. Mais avec donc, les récentes actualités de Twitter, en effet, pour notamment non-respect de la politique de modération imposée par ces deux magasins d'applications, Twitter pourrait être à terme peut-être suspendu de ces magasins d'applications. Donc, comme cette idée-là est dans l'air, Elon Musk a dit s'ils font ça, c'est pas grave, moi je ferai un téléphone. C'est pas grave. Parce que ça l'amuse en fait de venir concurrencer ces deux géants américains. Ouais. Donc il s'est dit pourquoi pas lancer mon propre smartphone. Lui appelle ça un smartphone alternatif. C'est-à-dire avec un OS qui lui appartiendrait, quoi, en fait. Oui, avec exactement. Un store à lui, etc. Mais il sait lui-même, dans son tweet, il dit notamment je ne veux pas en arriver là. Et il a même conscience que ce serait très compliqué. Parce que, non, mais c'est n'importe quoi, en réalité. Voilà. Mais c'est un peu la folie de oui, voilà, c'est ça. C'est un coup de... C'est pour se faire remarquer, mais ça n'a pas de sens, ça ne tiendrait pas la route. Non, mais c'est impossible. Alors même si Elon Musk est très très riche, le fait de repartir à zéro, de créer un smartphone, le hardware, le soft, c'est mission impossible. Et puis surtout, ça voudrait dire drainer des développeurs vers un nouvel écosystème. Oh là là. Non. Parce qu'il faut développer un nouvel écosystème, il faut développer un système d'exploitation, une nouvelle interface. Donc ça demande beaucoup de... Juste pour Twitter. Et on pense notamment au Windows Phone de Microsoft, on pense au Fire Phone d'Amazon en 2014. On pense à Facebook qui avait envisagé de lancer un mobile Facebook et qui a renoncé avant même... Et puis plus récemment Huawei aussi, Margot, oui, qui a subi les contre-coups les revers américains, notamment qui ne donnaient plus accès au service Google. Au service Google, exactement. Voilà, et ça a tué quasiment, on va dire, la branche smartphone de Huawei, cette histoire-là. Oui, absolument. C'est là où on voit que c'est super important. C'est pas que le hardware. Non. Clairement, c'est l'écosystème logiciel autour. C'est clair. Donc Elon Musk a intérêt à faire gaffe quand même avec Twitter, parce que... Oui, on ne sait pas trop, il y a un avenir un peu incertain. Oui, et vous enlevez Twitter sur le smartphone, qu'est-ce qui reste ? Voilà, on est quelques-uns à s'en servir sur le PC. Je veux dire, c'est vrai que ça serait compliqué quand même. On aura une version web. Oui, mais pas très... moins pratique, je pense qu'on est retour aux origines. Oui, on est rentré dans le fantasme, on est d'accord. Ouais. Pour l'instant, en tout cas. Oui. Dans l'actualité aussi, Margot, on va parler de la police de San Francisco maintenant. Oui, la police de San Francisco qui voudrait développer des robots autorisés à tuer. Voyons. Alors, bien comme sûr. Ça, évidemment, ça fait calme, un peu peur. Donc, le département de police de San Francisco a demandé au conseil de surveillance de la ville l'autorisation d'utiliser ces robots tueurs qui seraient utilisés dans un cadre plus ou moins strict, notamment le risque de mort pour le public ou un officier. Qui l'emporterait sur toute option, selon les mots du département de police. Pour l'instant, la ville de San Francisco utilise déjà des robots télécommandés pour des déminages ou des inspections. En tout cas, voilà, pour l'instant, c'est en cours. Il y a une décision qui sera prise la semaine prochaine, mais on a notamment l'exemple de Dallas, qui n'est pas un exemple très, très inspirant, puisque Dallas, en 2016, avait utilisé un robot bombe. Et ce robot avait abattu 5 personnes et blessé 7 autres. Parce qu'en fait, il y a le fait de tirer, mais il y a la prise de décision. Qui prend la décision ? Est-ce que c'est le robot ou est-ce que c'est un opérateur à distance ? Oui, c'est ça. C'est carrément pas la même chose. Ça pose beaucoup de questions éthiques. Et puis surtout, qui est responsable, après, dans ce cas-là ? Est-ce que c'est le policier qui a envoyé le robot ? Est-ce que c'est le robot ? Tu vas mettre quoi, le robot en prison ? Enfin, voilà, ça pose toutes des questions, on va dire... Oui, mais ça peut au-delà de la police aussi, on pense aux robots dans les armées, etc., qui prennent de plus en plus de place.
Donc, à voir quelle place ils vont prendre. Il y a des robots sur le champ de bataille. Bien sûr. Bon, merci Margot. Merci beaucoup pour toutes Margot. ces actualités ce lundi soir. Jérôme, on accueille tout de suite notre premier invité. Oui, on va parler de choses très sérieuses. Vous allez voir tous les risques actuellement, de nouveaux risques encore en matière de cybersécurité avec Benoît Grunemwald. Allez, notre chronique cybersécurité, Jérôme, avec, vous le savez, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qu'on retrouve régulièrement dans Tech Hebdo, c'est Benoît Grunemwald. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Bonjour Benoît. Voilà, qui est expert cybersécurité chez EZ. Et Benoît, tu voulais bien nous informer d'une menace qui plane actuellement pour tous les utilisateurs d'Android. Exactement, une tendance qui se confirme sur Android, à la fois sur des menaces qui ciblent des personnes en particulier, bien souvent dans le milieu de la défense, de l'aérospatiale, l'industrie sensible, on va dire, une industrie souvent concurrentielle où il est intéressant pour des industries concurrentes ou des pays d'aller chercher de l'information. Ouais. Et ça, c'est ciblé. C'est très ciblé. On le voit notamment grâce à des logiciels malveillants qui vont s'installer de manière insidieuse, bien souvent malheureusement avec le concours de l'utilisateur. Et ces logiciels, notamment le dernier que l'on a trouvé, c'est assez marrant parce qu'il a pour objectif de vous sécuriser. Il est déguisé sous forme de VPN. Oui. Il reprend les codes et le faux site web d'une solution VPN. Et malheureusement, lorsque vous l'installez, au lieu d'installer une solution qui va vous protéger, eh bien, vous installez un logiciel espion. C'est Bahamut, c'est ça ? Exactement. Bahamut. Et ce logiciel-là agit plutôt en Asie du Sud, mais ce que l'on voit généralement au niveau menace dans certaines régions, certains continents, eh bien, vont par la suite pouvoir être utilisés dans d'autres, pourquoi pas en Europe. Bon, alors ça, c'est pas rassurant, mais on se dit, c'est donc très ciblé. Malgré tout, il y a aussi des menaces beaucoup plus générales et qui peuvent toucher tout un chacun. Tout à fait, on l'a vu avec APT-C50, qui est un groupe qui vise des populations plutôt iraniennes et qui leur met à disposition un logiciel basé sur un logiciel espion du commerce qui a été modifié et qui, lorsqu'il va s'installer, eh bien, va pouvoir récupérer un très grand nombre d'informations sur le device, sur l'appareil Android, à la fois les SMS, les conversations, la géolocalisation. Les Iraniens particulièrement en ce moment, depuis les mouvements, depuis le soulèvement Alors, c'est une campagne qui dure depuis 2016. Les prémices de ces campagnes ont été vues depuis 2016. Ce que l'on a noté en 2022, c'est une mise à jour de la campagne visant notamment à réduire, lors de l'accès initial, les fonctionnalités du logiciel malveillant pour, nous pensons, passer plus facilement sous les radars et donc être déployés plus massivement. Évidemment, on ne sait pas, comme d'habitude, qui est derrière ce logiciel. APT-C50 est un groupe. Ensuite, on dira que c'est à la justice, certainement internationale, de faire son travail et de savoir qui est véritablement derrière un groupe qui est d'une envergure et d'une technicité assez intéressante. Donc, on peut imaginer qu'il y a du financement et des moyens derrière. Alors, on va se rapprocher maintenant, parce que même en Europe, on peut être victime comme ça d'attaques sur son smartphone Android, notamment via des applications bancaires. Benoît. Oui, des fausses applications. Alors, soit des fausses applications bancaires, donc le pirate recrée une fausse application bancaire et généralement, soit essaye de l'uploader dans le Google Play Store, mais il y a quand même des bons mécanismes, en tout cas des mécanismes qui ont été améliorés, soit il va inviter l'utilisateur à l'installer en dehors d'un store officiel, ce qui est vraiment quelque chose d'assez dangereux. On l'avait déjà vu d'ailleurs sur, les menaces liées à iOS, qui n'est pas épargné. Et ces fausses applications, ou ces applications d'une manière générale, sont déguisées bien souvent en applications légitimes, sauf que lorsqu'elles s'installent, elles vont demander des droits spécifiques qui vont leur permettre d'avoir accès quasiment à l'intégralité du smartphone. Et dans l'intégralité du smartphone, on pense bien entendu aux SMS, et aux SMS que l'on va
pouvoir récupérer pour valider, par exemple, l'ajout d'un nouveau bénéficiaire d'un relevé d'identité bancaire ou des transactions. Et malheureusement, en interceptant ces SMS et en les effaçant, eh bien, les applications effectuent des opérations dans notre dos. C'est-à-dire qu'en fait, ça met à mal la double authentification qui est en train de se généraliser aujourd'hui. Exactement. Donc c'est pour cela qu'on a l'authentification biométrique, c'est pour cela qu'il faut rester vigilant et finalement faire aussi très attention aux appels et aux SMS. Parce que les SMS, ce qu'on appelle smishing, l'équivalent du phishing ou de l'hameçonnage par SMS, eh bien, vont être des portes d'entrée sur nos smartphones, mais pas que, parce qu'on voit que les cybercriminels, sentant qu'il y a du gain à se faire, eh bien, vont passer des appels. Et on voit des campagnes qui sont menées par ces groupes de cybercriminels qui nous appellent et leur insistance et leur détermination est assez grande et ils arrivent au bout de des fois 3-4 appels à nous amener à divulguer des informations personnelles qui vont leur permettre de se connecter au compte. Ouais, mais c'est incroyable parce que je pense qu'on a tous dans notre entourage maintenant des gens qui ont vécu ce genre d'histoire, d'arnaque, y compris par téléphone. De plus en plus sophistiqué. Hein, ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de limiter la casse, Benoît, pour ne pas se faire avoir en téléchargeant une application bancaire qui soit bidon ? Eh bien, le premier réflexe, c'est de ne pas télécharger d'applications en dehors du Google Play Store pour Android, ce qui déjà va limiter un grand nombre. Voilà, on reste dans le Play Store. C'est recommandé. Parce que c'est vrai qu'on peut télécharger des applications via le navigateur Internet. Complètement, où il y a des magasins alternatifs. Alors, les magasins alternatifs ne sont pas à proscrire complètement, mais il faut vraiment être vigilant, suivre le score que peut avoir, la note que peut avoir l'application que l'on souhaite ajouter, et s'assurer que celle-ci n'est pas malveillante. Alors, ça se fait par plusieurs méthodes, notamment la première méthode, c'est d'installer toutes les mises à jour et d'être bien précautionneux quant aux mises à jour que l'on fait sur ces applications et sur ces appareils. Les suites de sécurité sont aussi un bon moyen. Par exemple, pour l'opération en Iran, cette opération qui s'appelle Furball utilise un logiciel malveillant que les applications dont les nôtres avaient repéré comme application malveillante. Donc là, on est protégé. Donc là, on est protégé, on a déjà une bonne barrière. Et puis ensuite, avoir un niveau de sensibilisation qui fait qu'on va se poser des questions lorsqu'il y a des comportements... Pas aller trop vite. Exactement, et pas aller trop vite. Notamment quand on donne des permissions aux applications et avertir aussi ses contacts. C'est-à-dire que la sensibilisation, ça passe par le fait que l'on en discute aujourd'hui, mais le fait que lorsque l'on a eu cette information-là, on va se tourner vers ses amis, ses collègues, sa famille, en et disant passer le mot. Il y a ça qui traîne, soyez prudents. Voilà, Merci donc il faut faire toujours attention, bien sûr, que ce soit sous Android, mais on l'a vu aussi l'année dernière avec l'iPhone, parce que l'iPhone n'est pas à l'abri. On se souvient de Pegasus, notamment, qui avait infecté des milliers d'iPhones. Les moyens sont différents, mais l'iPhone n'est pas à l'abri. Il y a toujours forcément un trou dans la raquette, quelque part, comme on dit. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Grunewald, donc porte-parole DZ France. On va parler maintenant, François, de poubelle. Oui, mais très bien. C'est pas mal. La tech, ça, c'est une bonne accroche, vois-tu. N'est-ce pas ? La tech au service du tri des déchets. Oui, trier ses déchets, c'est pas toujours facile, en fait, parce que suivant l'endroit où on habite, eh bien, ça ne se passe pas de la même manière. Ouais. Donc, heureusement, il y a une appli qui s'appelle, François, qui s'appelle Montri. Elle porte bien son nom. Et c'est notre invité qui va nous en parler. Clément Castelli nous a rejoint sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur donc, de User et de cette application. Donc, Montri, comment la tech, justement, peut nous aider aujourd'hui à mieux gérer le tri de nos déchets ? Globalement, le digital a sa place à jouer quand on parle de transition écologique en termes d'accélérateur. Et sur les déchets en particulier, nous, notre croyance, et ce n'est même pas une croyance, c'est qu'en fait, on veut faciliter l'accès à l'information, aux services et aux infrastructures proposées par les collectivités en termes de gestion des déchets, justement pour permettre aux citoyens de mieux trier et de réduire leurs déchets. Alors, de quelle manière exactement ? Justement, l'idée de Montri, c'est d'être un vrai guichet unique entre les citoyens et la collectivité, pour faciliter l'accès à la bonne information, l'accès aux services des collectivités et l'accès aux infrastructures, comme je le disais. Donc ça prend plusieurs formes. On a par exemple un guide du tri qui permet, avec un simple scan du code barre, de savoir comment bien trier ses emballages. Pour tous les autres déchets... D'accord, chaque emballage a un code barre aujourd'hui. Oui. Et vous allez m'informer, me dire dans quelle poubelle il faut que je le mette. Tout à fait. Ah ouais.
L'aluminium est-il recyclable, par exemple? Éternelle question dans les familles. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est même la première source de conflit dans les foyers, le tri. Devant les sujets politiques. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui touche à l'intime. J'ai envie de dire, nos poubelles, c'est un peu de l'intime. Mais il y a encore beaucoup de Français qui se posent des questions. Et c'est un vrai frein au tri. Aujourd'hui, si 90% des Français se disent qu'ils trient aujourd'hui, il n'y en a que 50% qui le font systématiquement. Et c'est notamment parce qu'ils ont des doutes ou qu'ils ne connaissent pas exactement le bon geste à faire. Donc faciliter l'accès à l'information, c'est la première étape. Ouais. Alors en plus, ce n'est pas la même chose suivant les communes. Oui, tout à fait. Montri, c'est une application qu'on a designée justement pour qu'elle puisse s'adapter vraiment aux spécificités de chaque territoire. Chaque territoire a ses particularités. C'est un territoire rural, ce n'est pas la même chose qu'un territoire urbain dense, en termes d'âge de la population non plus. En termes de services proposés aux usagers, vous n'avez pas aujourd'hui de composteurs collectifs à Paris ou de programmes de vente de compostage par la mairie de Paris, ce qui est le cas sur d'autres communes. Donc c'est hyper important de pouvoir adapter le service en fonction des spécificités du territoire et de son plan de prévention de déchets. Donc on cherche sa commune, vous en avez combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, alors nous, on travaille avec les intercommunalités, les EPCI, on en a 22, ça représente 3 millions d'usagers et un peu plus de 600 communes. D'accord. Donc il n'y a pas toute la France. On n'a pas encore toute la France. Tout à fait. Quand vous tapez le code postal, parce que c'est la porte d'entrée dans l'application, on saisit son code postal pour arriver dans l'environnement de sa commune. Quand on n'est malheureusement pas encore habitant d'une commune partenaire, on va avoir quand même accès à une version freemium de l'application qui permet, en un simple scan de code barre, d'avoir accès à la consigne de tri. Par contre, on ne va pas avoir tous les autres services. Les autres services, c'est par exemple pouvoir réserver des encombrants, faire une demande de composteur, signaler un dépôt sauvage dans votre rue, connaître les horaires de passage des camions à votre porte. C'est-à-dire pour tout ça, il faut passer à la version premium. Il faut que la collectivité nous donne accès à ces informations, c'est la première étape, ce n'est pas nous qui les avons. En fait, nous, on fournit un outil à la collectivité, qui est un outil de communication et de gestion de la relation à l'usager, et la collectivité va pouvoir y injecter toutes ces informations, toutes ces données, pour justement faciliter le tri et la réduction des déchets. C'est vrai que ça n'existe pas, un guichet unique comme vous dites aujourd'hui. Il faut aller sur le site de la commune, il n'y a pas deux sites qui sont faits de la même manière. Il faut trouver l'information. Il faut trouver l'information dans des fins fonds de PDF cachés dans les coins, etc. Tout à fait. En fait, on ne fait pas quelque chose de très innovant. L'innovation qu'on produit, c'est qu'on va rassembler vraiment... C'est l'accès à l'information. C'est l'accès. D'accord. On peut trouver avec votre appli également, connaître le jour de passage des encombrants, trouver les déchetteries, etc. Exactement. Des déchetteries mobiles, par exemple, pour être alerté par notification d'une déchetterie mobile qui passe dans votre quartier. Il y a des travaux dans votre rue, une intempérie qui empêche le camion de collecte de passer un jour. Vous êtes également alerté par les services de votre collectivité. Donc ça va assez loin dans le niveau de service et dans la capacité à permettre aux agents de la collectivité de dialoguer finalement avec les usagers, ce qui manque aujourd'hui. Le point de départ, c'est une appli mobile. Oui. D'accord, qu'on télécharge. Oui. Mais pas que. Pardon ? Mais pas que. Tout à fait. On est aussi sur le web. Donc, on a aussi un site web qui s'appelle montri.fr. Et surtout, on a développé un widget qui permet aux collectivités d'intégrer les services Montri sur leur site internet et également sur le site des communes de leur territoire. Quand on travaille avec la métropole Rouen-Normandie, qui a plus de 70 communes sur son territoire, c'est 70 sites web sur lesquels on capitalise pour diffuser la bonne information grâce à ce widget. En plus, la réglementation évolue très vite. On sait que, par exemple, à partir de l'année prochaine, je crois bien, il faudra aussi qu'on trie tous les déchets, on va dire, organiques. Ça, c'est nouveau. Donc, ça fera encore plus de difficultés pour tous les usagers à bien trier tout ça. Il va y avoir du changement sur les prochaines années et c'est nécessaire. Depuis qu'en 2009, on a voté un objectif de 75% de taux de recyclage des emballages en 2012 et qu'on est toujours à 73% en 2022. Forcément, il va y avoir du changement pour améliorer ses performances. Ça va passer par l'organique, qui est un vrai sujet. Qui arrive là, dans quelques mois, en fait. Ça va peut-être passer par des sujets aussi de consignes dématérialisées ou de retour à la consigne pour certains emballages. C'est un sujet qui va revenir. On le voit avec les emballages par exemple, de produits à emporter, qui vont bientôt ne plus pouvoir être jetables, qui vont être recyclables. Les fast-foods, etc., à partir de l'année prochaine, vont être obligés d'avoir des emballages recyclables. Réutilisables même. Réutilisables. C'est une nécessité. Tout à fait. Ça va être une pagaille, ça ? Et donc, Montri, c'est justement un outil d'accompagnement, changement. Bon, maintenant, il vous reste à convaincre l'ensemble des collectivités, un maximum de collectivités. Tout à fait. C'est pour ça qu'on était au Salon des maires la semaine dernière. Donc, j'ai pu discuter avec beaucoup d'élus qui sont passés sur le stand. Globalement, on a vraiment des très bons retours. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question comment ça se fait qu'un outil comme ça n'existe pas déjà aujourd'hui. Exactement. Pourquoi il n'y a pas un outil public même Tout à fait. Très bien. En tout cas, et quel est votre modèle économique, en fait ? Ce sont après les municipalités qui vous donnent de l'argent pour que vous puissiez utiliser toutes les données, c'est ça ?
En fait, c'est un abonnement, tout simplement, D'accord. C'est un schéma de licence, comme dans le monde des logiciels. La collectivité, donc c'est un abonnement qui va varier en fonction du nombre d'habitants, qui permet à des communautés de communes de 15 000 habitants d'avoir accès à un outil d'aussi bonne qualité qu'une grande métropole de plus de 500 000 habitants comme Rouen. Donc ça, c'était aussi un parti pris pour pouvoir avoir un maximum d'impact, parce que c'est un peu ce qui nous conduit au quotidien. Et donc c'est un abonnement qui est annuel, qui va démarrer quelques milliers d'euros par an pour une petite collectivité, à quelques dizaines de milliers d'euros par an pour une grande métropole. Et pour l'utilisateur, c'est gratuit. Et pour l'utilisateur, c'est bien sûr gratuit. Très bien. Merci beaucoup, Clément. Clément Castelli, fondateur de User, de l'application Montri. Eh bien voilà, c'est avec cette idée brillante que se termine ce Tech Hebdo, Jérôme. Oui, on se retrouvera lundi prochain, comme d'habitude, pour un nouveau focus sur l'actu tech avec d'autres invités. On est ravis que vous soyez là chaque semaine. C'est vrai, et d'ici là, n'hésitez pas à regarder, à piocher tous les contenus qu'on vous propose sur Tech & Co, la chaîne sur les box, mais aussi sur YouTube et sur le site de Tech & Co. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut à tous.